Bonjour et bienvenue au Forum Radio Gidon. Vous êtes l'invité Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Alors après un an de coronavirus, les inquiétudes sont toujours là, que ce soit autour du vaccin, des traitements ou des conséquences économiques et sociales de cette crise. Alors comment gagner la guerre contre l'épidémie du coronavirus? Et puis dans ce contexte aussi, comment faire vivre le débat politique à 4 mois des élections régionales et à 14 mois de la présidentielle? Y a-t-il pour le Parti Socialiste, dont vous êtes membre, un espace politique entre France Insoumise et les Verts? On va commencer justement par la crise sanitaire. Est-ce que c'est pour vous une crise qui bouleverse tout, Laurence Rossignol? Je lisais l'autre jour une interview d'un historien spécialiste de la guerre de 14 qui disait que c'était le plus grand drame, la plus grande tragédie que nous ayons vécue depuis la Deuxième Guerre mondiale pour la France. Et donc forcément, ça bouleverse tout si c'est de cette ampleur-là. Ça bouleverse... Avec quand même 300 à 400 morts par jour. Hein. Alors d'abord, toujours beaucoup de morts. Je me rappelle, il y a presque un an maintenant, tous les soirs, on regardait combien il y avait une mort aujourd'hui et tous les soirs, on était accablés devant la violence de cette pandémie. Il ne faudrait pas qu'on s'habitue quand même à tous ces morts quotidiens et qu'ils ne fassent pas le bruit de fond, en fait, de nos vies d'aujourd'hui. Bon, oui, ça change tout dans nos vies. On aura des bouleversements psychologiques durables pour beaucoup d'individus. La souffrance, l'isolement, le trauma. Je pense en particulier à tous ces gens qui ont perdu des très proches et qui n'ont pas pu les accompagner en fin de vie. Tous les rites funéraires qui sont bouleversés par la crise sanitaire également, ça laisse des traces profondes dans une civilisation. Alors comment on gagne la guerre contre cette crise sanitaire, contre le coronavirus? Est-ce qu'il faut une concorde nationale autour de la lutte contre le coronavirus? Écoutez, le président de la République a fait un choix actuellement qui est un pari, risqué peut-être, mais un pari qui consiste à essayer de tenir la pandémie à distance sans les vaccins. Parce que c'est ça la situation. On n'a pas de vaccin, encore en nombre suffisant pour que ça ait un effet sur notre taux de vaccination globale, collectif, notre taux de protection collectif, et la pandémie court toujours. Ce que j'observe dans la stratégie du gouvernement, c'est que pour avoir la concorde, il faut écouter. Et regardez ce qui se passe dans le Grand Est, où des élus locaux demandent des mesures plus strictes pour leur région, parce que le taux d'incidence est très élevé, et le gouvernement résiste à ces demandes des élus locaux. Et en fait, ça confirme ce que l'on sent depuis 3 ans, c'est la défiance, le manque de confiance du gouvernement, du pouvoir à l'égard des collectivités et des élus. Et ça, c'est pas la concorde. Alors, autre dossier d'actualité, c'est ce projet de loi confortant le respect des principes républicains, un débat qui s'est achevé hier à l'Assemblée. Est-ce que c'est un projet de loi ou est-ce que ça va être une loi qui va aller dans le bon sens? Écoutez, il y a incontestablement dans cette loi des mesures que moi je soutiendrai. Je pense en particulier aux mesures contre la polygamie, à celles sur l'héritage, à la question d'un meilleur encadrement de l'école à la maison. Toutes ces mesures-là, je les soutiendrai. Aussi, un certain nombre de mesures qui visent à rendre plus transparents les financements et aussi le recrutement des imams, les financements des associations. Meilleure transparence des cultes, pareil. Meilleure transparence des cultes, en faisant attention quand même à ne pas empiéter sur la liberté associative. Ouais. Parce que toutes les associations ne sont pas des associations complices de mener contre la République. En revanche, je pense que ce texte rate sa cible parce qu'il se trompe de diagnostic. C'est-à-dire ? Je ne crois pas que nous ayons affaire à un problème de séparatisme. Ceux qui aujourd'hui promeuvent l'islamisme, l'islam politique, ne sont pas des séparatistes. C'est quoi alors ? Leur projet n'est pas de vivre en marge de la République, en marge de la société. C'est pas des zadistes, c'est pas des babacools qui veulent vivre sur le plateau du Larzac à l'écart de la société de consommation. Leur projet n'est pas de vivre à côté de la République. Leur projet est d'affaiblir et de détruire la République. C'est ça, ce à quoi nous avons affaire. Donc il ne faut pas se tromper de diagnostic. Et c'est vrai que l'islamisme est un projet politique. C'est un projet théocratique, totalitaire et inégalitaire, qu'on connaît. Il est à l'œuvre dans certains pays déjà. Et en France, il a des représentants actifs, propagandistes, activistes, qui aujourd'hui, effectivement, ont pour but de menacer la République. Les salafistes et les frères musulmans, éventuellement d'autres ? Oui, éventuellement d'autres. Tous ceux qui se reconnaissent dans un projet politique fondé sur l'islamisme. Ce projet politique, juste un mot, ce projet politique, comment il se manifeste en France ? Parfois il tue, violemment et en nombre. Il harcèle les lois de la République, régulièrement, quotidiennement. Je pense en particulier aux lois sur la neutralité des fonctionnaires ou les signes religieux à l'école, également.
Et contre quoi le projet de loi veut... Mais je finis là-dessus. Ouais. Ces lois qui sont qualifiées comme étant racistes, alors que ce sont des lois républicaines, ils les déstabilisent. L'islam politique prend en otage les musulmans de France. Il les prend en otage parce qu'il considère que tous les musulmans devraient être des islamistes. Et il faut saluer quand même la résistance des musulmans à l'égard de l'islamisme, alors qu'ils sont dans un conflit de loyauté douloureux parfois. Et enfin, il répand l'antisémitisme, un antisémitisme renouvelé. C'est ça que nous avons à affronter. Et c'est une affaire politique, ce n'est pas uniquement avec des lois, des interdits, le travail de la police et de la justice qui est irremplaçable et remarquable, que nous pourrons les combattre. C'est une affaire de rapport de force. Ça veut dire que c'est à nous de créer. On parlait d'une éventuelle, je vous posais la question sur un éventuel concord national autour de la lutte contre la crise sanitaire. C'est contre l'islamisme, en fait, qu'il faudrait une concorde nationale. Mais est-ce qu'on peut faire une concorde nationale quand on n'a pas clairement établi quel est le projet politique qui est en face de nous et comment on le combat? Pourquoi la République est menacée? Parce qu'elle a des failles. Il y a des failles dans lesquelles s'installe l'islamisme. La première de ces failles, c'est le racisme et les discriminations que vivent les populations noires ou arabes en France. C'est une faille de la République, c'est la ségrégation sociale, la ségrégation spatiale, les quartiers ghettos, les avenirs différents selon d'où vous venez et de comment vous vous appelez. Donc on ne peut pas lutter contre l'islamisme sans avoir un projet émancipateur. Vous savez, la République, c'est pas simplement la nostalgie du passé. Si c'est ça, on a perdu. Il faut que la République, ce soit un avenir pour tout le monde. Qu'elle soit féministe, antiraciste et aussi écologiste. Sinon, les jeunes passeront à côté. Alors, vous êtes sénatrice. Si vous étiez députée, est-ce que vous voteriez pour ce projet de loi? Je voterai pour beaucoup d'articles. Oui, mais globalement, le vote... J'ai hésité, j'hésiterai. Et je pense qu'à la fin, je m'abstiendrai sur ce projet de loi. Ouais. Je m'abstiendrai après avoir soutenu un certain nombre d'articles pour les raisons que j'ai dites. C'est qu'il n'y a pas dans le gouvernement la volonté d'assortir ce projet de loi d'une politique offensive de remobilisation de la jeunesse et de la population. On ne peut pas tout à la fois faire la loi dite séparatiste et ranger le rapport Borloo dans le fond d'un tiroir en laissant les quartiers se dégrader, se détériorer. Donc il y a un en même temps là-dessus. Il y a un en même temps. C'est que la République, elle est sociale et elle est celle des droits de l'homme. Elle est égalitaire. Vous savez, moi, ça me choque que la République, en fin de compte, régulièrement s'offusque du racisme, des discriminations, de la société patriarcale qui va quand même encore très bien. Elle s'en offusque, mais globalement, depuis plusieurs décennies, elle s'en arrange. Si tout ça ne faisait pas de bruit, ça gênerait pas tant que ça la République. Et on va en parler. Vous êtes sénatrice, donc quand le projet va venir en débat au Sénat, il y aura un vote. Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, au Sénat, on va attendre de voir ce que la droite sénatoriale va faire de ce projet de loi. J'ai l'impression, comme ça, qu'elle a l'intention de s'en emparer et de faire de la surenchère sur le projet de loi. Donc je pense qu'il sera très difficile de ne pas voter contre à la fin. Et vous pensez pas très difficile de ne pas voter contre? Mais je ne peux pas dire aujourd'hui. J'attends de voir quels sont les amendements qui seront adoptés au Sénat et comment ce projet de loi sera arrangé, amélioré ou dénaturé. Et vous demandez... Ou accru. Et qu'est-ce que vous conseillez à vos camarades, entre guillemets, députés socialistes? Je leur conseille de ne pas voter contre. De ne pas voter contre. De ne pas voter contre. Donc soit voter pour, soit s'abstenir. Vous savez, j'ai quelques souvenirs. D'abord, la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Ensuite, la loi sur l'obligation de montrer son visage dans la rue. Aujourd'hui, on aurait dû tous voter ces lois. Parce que je connais personne qui demande leur abrogation. Vous savez, à quoi, en fin de compte, quel est l'instrument de mesure avec le temps? C'est est-ce qu'on demande l'abrogation de ces lois? Donc, elles sont bonnes, il faut les garder. Donc, il ne faut pas qu'on refasse sur un certain nombre de mesures de la loi séparatisme, enfin de la loi visant à conforter les principes de la République, ce avec quoi tout le monde peut être d'accord, les mêmes erreurs que certains ont pu faire en 2004 ou au moment de la loi sur l'obligation de montrer son visage dans la rue. En clair, quand on vous propose une loi, un projet de loi, il ne faut pas regarder qui vous propose la loi, mais ce qu'il y a dedans. Exactement, c'est comme ça. C'est comme ça. Et alors quand vous dites, je conseille aux députés socialistes de ne pas voter contre, et vous dites au Sénat, la droite va peut-être, vous le redoutez en tout cas, qu'elle dénature le projet, ça veut dire que vous ne mettez pas un signe égal entre la majorité, entre Emmanuel Macron et puis l'opposition de droite. Écoutez, à l'Assemblée, j'ai cru voir qu'il y avait eu des amendements qui ont été portés par le groupe Les Républicains à l'Assemblée, qui n'ont pas été adoptés. Si on a les mêmes au Sénat,
on non, mais pourra c'était pas la voter. question. Vous ne mettez pas un signe égal entre les deux. Non, je ne mets pas un signe égal entre les deux, mais même au sein de la droite, je ne mets pas un signe égal entre la fraction dure de la droite et la droite sociale. Tout n'est pas égal dans la droite, et même dans En Marche, tout n'est pas égal. C'est pas facile de faire des signes égaux en ce moment, parce qu'au sein de la majorité macroniste, il y a aussi des désaccords sur ce projet de loi, ou par ailleurs sur les questions écologiques aussi. Alors, autre question d'actualité, cette polémique autour de Didier Lemaire, ce professeur de philosophie de Trappes, qui a dû être placé sous protection policière du fait des menaces qu'il avait reçues après avoir dénoncé la progression, et je cite, c'est les termes qu'il a employés, d'une emprise communautaire sur la ville de Trappes. Comment on en arrive là 4 mois après la décapitation du professeur Samuel Paty, puis quel regard vous portez sur ce qui se passe à Trappes? Je trouve que la polémique est dramatique. Pourquoi à Trappes. D'abord parce que... Et puis j'ai oublié de parler du maire, du maire qui a aussi été placé sous protection policière. Il dit avoir reçu des menaces de mort. Ali Rabé, c'était l'ancien attaché parlementaire de Benoît Hamon, et il dénonce quand même les constats du professeur Lemaire. Il est même allé distribuer des tracts dans le lycée de sa ville. D'abord, quand un enseignant, un prof de philo parle, il a écrit à plusieurs reprises sur sa difficulté d'enseigner, parce que c'est aussi un des outils de l'islamisme politique que de contester les enseignants, de menacer les enseignants et de contester les contenus des enseignements. Quand un professeur comme ça exprime ce qu'il a exprimé, ce qu'il dit, il a déjà tout notre soutien et toute notre protection collective. Alors, la première protection qu'on lui doit, c'est celle de la République. Alors, protection de la République, vous le dites, vous êtes sénatrice socialiste. J'ai vu un point de vue tout à fait différent du vôtre, c'est celui du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui prend position pour Ali Rabé et donc contre ce professeur. Laissez-moi finir. Ouais. Il est aussi inacceptable qu'un maire, quels que soient les propos qu'il ait tenus, soit l'objet de menaces de mort, de menaces physiques. Dans ces deux cas, nous avons une escalade de la violence qui est inacceptable. Ni les enseignants, ni les élus de la République ne peuvent être menacés. Et on doit à l'un et à l'autre le soutien que ces menaces ont provoqué. Donc, par ailleurs, sur le fond, je crois qu'on ne peut pas mettre en cause ce que disent un certain nombre d'enseignants sur la difficulté d'enseigner certaines matières, certains sujets, certaines périodes de l'histoire, et donc, la tentative qu'il y a à contrôler le contenu de l'enseignement. Il faut être clair. On met en cause l'enseignement, par exemple, de la laïcité, d'un certain nombre de moments de l'histoire, la Shoah, notamment certaines matières scientifiques, et voilà quoi. Donc c'est ça qu'on lui refuse de faire. C'est ça. Alors après, bien sûr, il y a des statistiques de l'éducation nationale qui sont vraies, juste comme statistiques, mais qui sont réparties sur tout le territoire. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il suffit de 2 élèves ou 3 élèves dans un établissement scolaire soutenus par leurs parents. On n'a quand même pas oublié les conditions dans lesquelles Samuel Paty a été assassiné. On doit savoir de quel côté on se situe. Et je voudrais dire, en parlant de Samuel Paty, que quand je vois que dans une commune, on ne donne pas le nom de Samuel Paty à un collège parce que les parents d'élèves, les habitants ont peur que ça fasse d'eux une cible. Non, attendez, c'est pas tout à fait comme ça. Olioul, vous parlez de la commune d'Olioul. Le maire a voulu donner le nom de Samuel Paty au collège de sa ville. Une partie des parents d'élèves a dit non, mais surtout le SNES et sa représentante a dit on n'en veut pas parce que c'est le SNES et cette représentante officielle du SNES qui a dit on va devenir une cible. C'est quoi? C'est la lâcheté ou c'est l'esprit unique? C'est la victoire du terrorisme. C'est la victoire du terrorisme islamiste. C'est-à-dire que le terrorisme, il tue et il menace tout le monde. Il met tout le monde sous la pression de ce qui pourrait vous arriver, de ces représailles. Les victoires du terrorisme, elles sont à la fois factuelles, criminelles, et symbolique. Ça, c'est une victoire symbolique du terrorisme. Alors, dans l'actualité, il y a votre actualité. Jeudi, vous deviez participer à un meeting avec notamment le maire de Trappes et un certain nombre d'autres personnalités politiques, un débat et une réunion qui était à l'appel, notamment, je crois, de Génération, le mouvement de Benoît Hamon et d'autres. Pourquoi vous avez refusé d'y participer en fin de parcours? Pour une raison assez simple, c'est que le plateau était totalement changé entre le moment où j'ai donné mon accord pour participer à ce débat, parce que moi, je suis favorable à ce que les personnalités de gauche débattent de ce sujet-là.
Ces questions sont la grande fracture de la gauche aujourd'hui, la grande fracture. Et on n'en parle jamais. On n'arrive pas à se mettre autour d'une table. Les uns et les autres s'invectivent par les réseaux sociaux, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais ils n'arrivent pas à en débattre. J'étais donc tout à fait favorable à ce qu'on débatte ensemble de la laïcité, de la République, qu'on pose le diagnostic. Vous avez dit non, et entre-temps, le plateau a été totalement changé et le maire de Trappes a été effectivement invité. Je peux apporter mon soutien au maire de Trappes quand il est la cible de menaces physiques, mais le fait qu'il ait, par exemple, dit qu'il allait porter plainte en diffamation contre le professeur Didier Lemaire me paraît ne pas être acceptable et je ne veux pas cautionner ça. Je pense toujours que le prof de philo doit avoir notre soutien collectif. Le maire de Trappes, donc, qui est soutenu, puisque de toute façon, c'était son ancien attaché parlementaire par Benoît Hamon, par les Verts, par un certain nombre de gens de gauche. En clair, Manuel Valls, quand il disait qu'il y avait une fracture, qu'il y avait deux gauches irréconciliables, il n'avait pas forcément tort. Écoutez, je ne sais pas si elles sont irréconciliables. Ce que je sais, c'est que depuis que les politiques économiques et sociales ont cessé d'être dans les débats publics, depuis qu'on nous a dit qu'il n'y avait qu'une seule politique économique possible et que tous les salariés devaient accepter, au nom de la compétitivité, de réduire leurs prétentions salariales et que la pauvreté est une donnée de la mondialisation que nous vivons, le champ de la conflictualité sociale et économique s'est déplacé sur le champ identitaire. Et donc aujourd'hui, tout le débat de société, il est passé sur les questions identitaires et sur les mécanismes de domination. Ma position, c'est de dire, d'abord, reprenons le débat économique et social, et puis, d'un certain point de vue, ça atténuera ces débats-là. Et nous combattrons l'islamisme politique peut-être en étant plus nombreux, mieux conscients des ravages que c'est pour la République. Parce que c'est des critiques que vous faisiez à l'époque de la campagne présidentielle, même avant, entre 2012 et 2017, par rapport à Benoît Hamon. Je me souviens de ces critiques le concernant, qui disaient au sein du Parti socialiste qu'il y avait un peu une idéologie communautariste, électoraliste, parce qu'il voulait plaire à ses électeurs de Trappes. C'est des critiques que vous faites. Non, moi, j'ai des désaccords profonds avec Benoît Hamon. Quand Benoît Hamon disait dans la campagne présidentielle que le short et le foulard étaient les deux revers de la même médaille, celle de la liberté des femmes, je ne mets pas le short et le foulard islamique sur le même plan dans l'histoire de l'émancipation des femmes. Il y en a un qui est un facteur d'émancipation, le produit de la lutte des femmes, et l'autre qui est un facteur de régression de l'égalité femmes-hommes. Donc, j'ai des désaccords profonds avec Benoît Hamon là-dessus. Après, les raisons pour lesquelles il développe cette pensée, est-ce qu'elles sont liées à son mandat dans une ville qui est connue pour avoir... Est-ce qu'elles étaient liées parce qu'il est plus élu? Est-ce qu'elles étaient liées? Mais ses positions n'ont pas changé. Ses positions n'ont pas changé. Mais il faut en débattre de tout ça. Moi, j'invite toutes les personnalités de gauche à débattre sereinement, pas simplement à s'invectiver. Autre question qui est dans l'actualité. On a commémoré cette semaine le 15e anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi, enlevé, torturé, assassiné parce qu'il était juif. Et 15 ans après, l'antisémitisme est toujours présent, notamment dans les banlieues. Vous l'avez dit il y a quelques minutes. Eh ben, comment on en est arrivé là et comment on peut en sortir? Et je précise pour nos auditeurs que vous étiez à l'origine de la création des SOS Racisme. Absolument. Comment on peut s'en sortir? D'abord en identifiant combien l'antisémitisme est le creuset en France de tout le racisme, déjà. C'est-à-dire, expliquez-nous ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est la partie la plus exposée d'un iceberg qui est celui du racisme. Et c'est une spécificité dans le racisme. Et on ne peut pas à la fois être négligent à l'égard de l'antisémitisme et en même temps être actif sur le terrain de l'antiracisme. Ceux qui dissocient les deux se trompent, tous. Et c'est la République... Et d'ailleurs, quand on entend lutter contre l'antisémitisme, il faut aussi reconnaître qu'il y a d'autres formes de racisme. Absolument, absolument. Et il faut une solidité absolue de nous tous contre l'antisémitisme, aucune complaisance. Aucune explication, aucun facteur explicatif sur un nouvel antisémitisme, l'exportation de conflits, du conflit israélo-palestinien, et tout ça. Parce qu'on voit quand même que derrière tout ça, les représentations, et dans l'affaire Ilan Halimi, c'est ça qui était terrible, c'est que les représentations qui ont amené à cette barbarie, c'était des représentations antisémites, mais les plus traditionnelles. C'est-à-dire que comme ce jeune homme était juif,
il était présumé être riche. Il avait de l'argent. Et puis Et c'est ça l'antisémitisme. Et ça s'est vu dans d'autres affaires criminelles et antisémites depuis. Voilà. Et c'est ça ce qu'il y a de commun aux antisémites d'hier et aux antisémites d'aujourd'hui. Alors, autre question que j'ai envie de vous poser, ça concerne Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pas pour dire qu'il est antisémite, hein, pas du tout. Mais quand il affirme, et je le cite, qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous approuvez d'ailleurs? Et qu'est-ce que ça dit de l'état de cette gauche? Cette partie de la gauche? Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le Front National, parti assez fréquemment raciste dans ses propos, a fait un hold-up sur la laïcité, a dévoyé la laïcité à son propre profit. Ce n'est pas un parti laïque, c'est un parti qui en pince et qui en tient pour l'identité chrétienne de la France. Le Front un parti, vous dites en gros identitaire. C'est un parti identitaire. Et quand on lit ce que dit le Front National pense que la France a une identité chrétienne et que cette identité chrétienne doit être préservée. Et alors que c'était un parti qui n'avait pas de lien avec l'histoire de la laïcité dans la République, il s'est approprié la laïcité pour en faire un outil essentiellement à l'encontre des musulmans, des arabo-musulmans. Et bien entendu, en faisant ça, il a rendu la laïcité mal aimable pour ceux contre qui elle est utilisée. Donc, de ce point de vue-là, on a aujourd'hui un problème sur la manière dont on utilise le mot laïcité. C'est pour ça qu'il ne sert à rien de sauter partout comme des cabris en disant laïcité, laïcité. Il faut appliquer les lois laïques, être très ferme, mais il faut avoir un autre projet. Par ailleurs, ce que j'observe et qui me désole, parce que vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais parmi les fondateurs des SOS Racisme, c'est que... Donc au début des années 80. Au début, oui, c'est pas gentil. Et en 85, exactement. Voilà. C'est qu'avant, on parlait de racisme à l'encontre des populations noires et des populations arabes. Maintenant, on parle d'islamophobie et on parle des musulmans. Ce terme, vous ne le supportez pas, je crois. C'est pas que je supporte le terme d'islamophobie. Oui, non, je pense que c'est une manipulation pour nous empêcher de critiquer une religion et ensuite toutes les religions, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu un glissement vers le religieux et les Arabes qui vivent en France sont présumés tous des musulmans. C'est-à-dire qu'on applique à leur encontre ce que justement l'islamisme veut, c'est-à-dire l'absence de liberté de conscience. Ça veut dire que quelque part, c'est la victoire de l'islamisme? Quelque part, c'est la victoire de l'islamisme. Rendre le débat religieux, substituer au racisme la religiosité et les polémiques entre les religions, c'est assigner chacun à une religion. Et c'est contraire à la liberté de conscience et à la liberté individuelle. Alors, je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit, ce qui se passe à la gauche de la gauche, de l'évolution d'une partie de la gauche? D'abord, ça me désole que Jean-Luc Mélenchon tombe là-dedans. Parce que vous le connaissez très bien, vous avez milité avec lui. Il était au PS, moi aussi, on était dans une famille proche dans le Parti Socialiste. Ça me désole qu'il tombe justement là-dedans, dans cette religiosité du débat, dans les bigoteries, ce que j'appelle les bigoteries, et qu'il en arrive à dire des choses qui sont tellement éloignées de ce qu'il a pu penser à une époque. C'est pas la société qui a changé. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Mais par ailleurs, je peux pas m'empêcher de penser que, comme toujours dans ces affaires-là, de la part de gens qui ont des fondamentaux pourtant bien solides, il y a une part d'électoralisme et de clientélisme. Et quand, d'ailleurs, je vais vous citer les propos d'un autre député France Insoumise, qui, je veux dire, n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon, par rapport à sa structuration intellectuelle et sans doute politique. Éric Coquerel, c'était le 19 octobre dernier, il a comparé sur Sud Radio la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui à celle des juifs pendant la période hitlérienne. C'est honteux. C'est inacceptable. Et c'est honteux comme propos. C'est inacceptable de la part d'un élu de la République. Et j'espère qu'il s'est déjà excusé de nombreuses fois. Et pas une seule fois. Pas une seule fois, il a assumé. Il devrait le faire. Il devrait le faire. Et je vous repose une autre question que je vous ai posée il y a quelques minutes. Est-ce que tout ça, ça ne valide pas la thèse de Manuel Valls autour des deux gauches irréconciliables? La gauche, qu'est-ce que la gauche? Ce n'est pas simplement un projet républicain. C'est un projet social. C'est un projet de transformation. Il ne peut pas avoir de projet commun. Sans projet républicain, il peut pas avoir de projet commun. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'effectivement, la gauche aujourd'hui est durablement fracturée avec ces sujets et que si ceux qui se sont trompés ne se rendent pas compte qu'ils se trompent,
on aura du mal à rassembler. C'est pour ça d'ailleurs que moi je soutiens... On va en parler de ce que vous décidez. Une autre question d'abord. Je sais que vous voulez parler présidentielle, d'abord on parle d'autre chose. Un autre débat agite la majorité d'Emmanuel Macron, c'est celui autour de la réforme de la proportionnelle. Est-ce qu'il faut modifier le mode de scrutin législatif avant 2022 ? Est-ce que vous êtes pour un scrutin proportionnel que réclame d'ailleurs le PS depuis combien ? 50, 60 ans ? Je crois me souvenir que ça faisait partie des propositions du candidat Macron en 2017. Et donc déjà, quand on est candidat et président ensuite, on applique ce pour quoi on a été élu. Donc il faut qu'il le fasse. Il faut qu'une partie du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, soit élue à proportionnelle. Vous savez, nous au Sénat, c'est déjà le cas. Ouais. Tous ceux qui sont dans des départements à plusieurs sénateurs sont déjà élus à la proportionnelle. Je pense que l'Assemblée nationale, qui s'obstine jusqu'à présent dans ce mode de scrutin unipersonnel, uninominal, de circonscription, devrait évoluer là-dessus. Parce que le mode de scrutin dont on parle, qui est proposé notamment par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, c'est un scrutin proportionnel pour les départements au-delà de 10 ou 12 députés et le mode de scrutin actuel pour les départements qui ont moins de 10-12 députés. Donc ça fait des départements qui ont 10 ou 12 députés, il n'y en a quand même pas énormément. Donc ça ferait 20% de députés élus à la proportionnelle. Et ça correspond au mode de scrutin sénatorial. Oui, les sénatoriales, c'est à partir de 2 sénateurs. Oui, il y a moins de députés, il y a plus de députés que de sénateurs. C'est à partir de 2, mais au-dessus de 2, ouais. Moi je pense que le plus simple, c'est une liste proportionnelle nationale, qui permet qu'il y ait une représentation au Parlement de la diversité politique du pays. Et en tout cas, le Parti socialiste, par la voix d'Olivier Faure notamment, a dit s'il y a un projet de réforme de la proportionnelle pour l'élection des députés, on ne la votera pas. Il a tort, Olivier Faure ? Je sais pas qu'il a dit ça. Je pense qu'il faut regarder précisément quelle est la forme de scrutin qui est proposée. Non, mais vous dites qu'il faut le faire. Tout à l'heure, vous avez dit ça. Oui, mais je pense qu'il faut appliquer... Est-ce que le PS doit le faire ? Doit voter ou pas ? C'est ça la question. Je pense si vous seriez député, vous voteriez. Je ne peux pas vous répondre à cet instant parce qu'il ne suffit pas de dire la proportionnelle. Il faut regarder comment on l'a fait, si c'est par département, si c'est par liste nationale, quels sont les départements et quelles sont les roueries qu'il pourrait y avoir derrière un redécoupage. Donc quand on sait tout ça, on se prononce. Du principe de la proportionnelle à la mise en œuvre de la proportionnelle, il y a quelques étapes qu'il faut surveiller attentivement. Alors, vous vouliez parler du PS et de la présidentielle, on va en parler. D'abord, être socialiste en 2021, vous l'êtes. Laurence Rossignol, est-ce que c'est encore d'actualité ? Est-ce que ça a encore un sens ? Écoutez, moi je suis de gauche. Voilà. Et je pense que ça a encore un sens d'être de gauche. Donc vous ne dites pas socialiste, vous dites je suis de gauche. Je suis d'abord de gauche. Oui. Voilà. Et je suis élu socialiste. Mon principal sujet, c'est de faire prospérer et vivre la gauche. Et de faire vivre une gauche qui soit utile. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, au moins dans la représentation qu'en ont les Français. Donc c'est de restructurer un projet pour le pays dans lequel la gauche soit forte, soit à l'initiative, mais aille au-delà de la gauche. C'est ça qui est important. On va poursuivre. Changement de nom du PS. Puisque vous dites je suis de gauche, vous ne dites pas je suis socialiste. Il faut changer le nom du Parti socialiste ou pas ? J'en sais rien et franchement... ça vous intéresse pas. Le PS, c'est la presse qui l'a révélé, est en quasi faillite financière. Est-ce que le risque n'est pas que cela puisse empêcher, que cela va empêcher le Parti socialiste d'avoir un candidat à la présidentielle de 2022 et éventuellement de devoir se ranger derrière les Verts ? Écoutez, si le Parti socialiste décide de se ranger derrière un verre, ce ne sera pas pour des raisons économiques et financières, ce sera pour des raisons politiques. Et le débat, je ne crois pas qu'on abordera ce sujet que par le biais financier. On ne pourra pas dire, voilà, on va choisir un autre candidat que socialiste parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas les sous pour en avoir un. Ça ne marche pas comme ça. Donc si le Parti socialiste veut mettre en débat la désignation ou le soutien à un candidat écolo, mais ça ne me paraît pas être le sujet aujourd'hui, par ailleurs. Alors on en vient à vos préférences, peut-être votre préférence. C'est vrai que vous êtes pour Anne Hidalgo, pour la candidature d'Anne Hidalgo ? Moi, je soutiens la candidature d'Arnaud Montebourg. Voilà. Et ça fait déjà quelques temps. Et pourquoi ? Écoutez, d'abord, quand j'ai commencé à penser à la candidature d'Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo n'était pas candidate. Et elle était en campagne à Paris et elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle ne serait pas candidate à l'élection présidentielle. Je l'ai cru et je n'ai pas choisi Arnaud Montebourg contre Anne Hidalgo. J'ai pensé, et je pense toujours d'ailleurs, qu'Arnaud Montebourg est un bon candidat. Il est un bon candidat tout simplement parce que ce qu'il dit m'intéresse. Et pourquoi ? Alors dites-nous en quoi c'est un bon candidat et qu'est-ce que ce qu'il dit, en quoi ce qu'il dit vous intéresse ?
D'abord parce que Arnaud Montebourg a identifié et fait des propositions sur un certain nombre de sujets, sur la démondialisation, sur les paradis fiscaux, sur la 6e République, sur la politique industrielle, sur la place de la France et l'indépendance dans l'Europe, il y a plusieurs années, et qu'aujourd'hui on constate que tous les sujets qu'il a portés sont au cœur de l'actualité et sont aussi des sujets qui aujourd'hui sont largement partagés par les Français. Et pourtant, c'est pas ce que vous disiez à l'époque. Hein. Et alors, moi, quand vous étiez ministre de François Hollande. Alors, il ne faut pas oublier que moi, en 2004 et 2005, j'ai voté non au traité constitutionnel européen. Malgré le Parti socialiste, malgré François Hollande, j'ai voté non, j'ai fait la campagne du non. Et j'ai toujours pensé que la place de la France dans l'Europe ne pouvait pas se résoudre au soutien à une Europe libérale et souvent délétère pour les salariés, et surtout dans ma région. Donc je ne me sens pas mal à l'aise avec tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour reprendre par rapport à ce que vous dites par 2004-2005, vous feriez une sorte de parallèle entre Montebourg et Fabius, par exemple, sur l'Europe ? Non, je ne fais pas de parallèle entre Montebourg et Fabius. L'un et l'autre ont fait la campagne du non. Ils étaient d'accord l'un et l'autre sur le non. Voilà, mais avec d'autres. Ouais. Mais dans le Parti socialiste, effectivement, ils en ont été. Manuel Valls aussi était pour le non, je vous rappelle. Donc, oui, parce qu'on rappelle pour nos auditeurs qu'à la primaire, vous avez soutenu Manuel Valls. Oui, j'ai soutenu Manuel Valls, j'étais ministre du gouvernement. Et ce que vous venez de dire sur la laïcité, sur l'islamisme, c'est exactement la thèse défendue à l'époque par Manuel Valls et qu'il continue à défendre aujourd'hui. Absolument. Ou également sur l'antisémitisme. Exactement, voilà. Je pense que par ailleurs, on peut faire les choses plus en douceur et de manière plus pédagogique, et que c'est... Voilà. Et on revient à Arnaud Montebourg. Alors, je reviens à Arnaud Montebourg. La douceur qui manque peut-être à Manuel Valls, on revient à Arnaud Montebourg. Je reviens à Arnaud Montebourg. Donc, les sujets qu'il identifie sont aujourd'hui dans le débat et sont partagés par un nombre important de Français. Et je n'imagine pas que ces sujets-là ne soient pas dans le débat de 2022. Et donc, il faut bien falloir que quelqu'un les porte. Et Arnaud Montebourg a un projet. Arnaud Montebourg porte aujourd'hui 5 thèmes, 5 propositions pour la France. Réformer le capitalisme, réformer l'État et la démocratie, lutter pour la République et contre les menées qui la déstabilisent, racisme et islamisme politique, mettre la France avant l'Europe et enfin, pour moi c'est essentiel, accomplir la transition écologique de notre agriculture et de notre industrie. Je pense qu'autour de ces 5 axes-là, il y a moyen de rassembler à gauche et plus largement beaucoup de Français. Et vous avez vu que le dernier sondage, un récent sondage concernant la présidentielle, donne 4% à Arnaud Montebourg. Écoutez, quand on commence une campagne, on ne regarde pas les sondages tous les jours. Mais on regarde quand même parce que ça peut signifier quelque chose. C'est pas le moment. On n'en est pas dans le temps où les sondages indiquent quelque chose. Si on regarde les sondages, mais la gauche va même pas être candidate à la présidentielle. Voilà. Donc, pour le moment, Arnaud Montebourg, qui revient d'un temps long de la politique, est à 4-5%. Ça prouve au moins que, sans parti, sans rien, tout seul, il est dans le débat. Et ses thèmes sont dans le débat. Vous allez nous dire, François Hollande a commencé à 3%, il est devenu président. Oui, mais je dirais pas ça. Proposons, parlons, débattons, engageons le débat avec les Français et on verra. Et est-ce que vous croyez, puisque donc vous le voyez régulièrement, vous avez des contacts avec lui, et puis ma question sur la candidature d'Anne Hidalgo, c'était une boutade, il ira jusqu'au bout, Arnaud Montebourg, jusqu'au bout de cette candidature ? Il est déterminé. Déterminé ? Il est déterminé. Ah oui, vous dites il est déterminé, parce que c'est pas tout à fait ce qu'il a dit récemment. Il n'a pas dit « je suis déterminé ». Il a dit qu'il fallait que les sujets qu'il veut mettre dans le débat y soient, et que s'il fallait les porter, il les porterait. Déterminé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller jusqu'au bout, même en dehors du Parti socialiste ? Arnaud Montebourg n'est plus au Parti socialiste aujourd'hui. Il faut peut-être un appui quelque part. Donc, il a dit 2 choses. Il a dit qu'Anne Hidalgo et lui étaient complémentaires, d'une part, et d'autre part qu'il serait actif pour que les sujets, et en particulier celui de la France, de son indépendance, de sa capacité à reprendre son destin en main, soient dans le débat de la présidentielle. Nous sommes à un an, un peu plus d'un an, 14 mois de la présidentielle. Les Français aujourd'hui ont les yeux tournés vers la crise sanitaire, leur propre vie, savoir comment on va sortir de tout ça. On n'est pas dans le temps des annonces de candidature pour qui que ce soit, si j'ai bien compris. Déterminé, il est dans le débat. Ça veut dire j'irai jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Qu'il ira jusqu'au bout, qu'il sera candidat. C'est ça, c'est une question.
il a aujourd'hui, moi je souhaite qu'il soit candidat. Voilà, je vais vous le dire autrement. Moi je souhaite qu'Arnaud Montebourg soit candidat à l'élection présidentielle et je souhaite qu'il y ait le plus large rassemblement derrière lui qui inclut les socialistes, la gauche et au-delà de la gauche, tous ceux qui veulent que la France relève la tête. Et vous savez très bien que Mélenchon ira tout seul, donc il n'y aura déjà pas la France insoumise et les Verts risquent aussi d'aller seuls. Oui. Donc voilà. Et alors, faut qu'on rentre à la maison sous prétexte que les autres ont déjà dit qu'ils seraient candidats, mais pas du tout. Pas du tout. Et alors, dans ce contexte, et puis il y a aussi Ségolène Royal qui va être candidate et qui est d'ailleurs candidate éventuellement au Sénat. Rien. J'ai vu qu'elle candidatait au Sénat. J'ai une pensée pour les 2 jeunes femmes qui vivent dans des pays européens ou aux États-Unis, qui sont candidates à prendre ce siège de sénateur des Français de l'étranger, qui sont jeunes, militantes, expatriées, et qui aujourd'hui voient Ségolène Royal arriver s'installer et dire poussez-vous. Donc on sent que vous appréciez beaucoup ça. Le Pen présidente en 2022, pour vous c'est possible ou pas ? Bien sûr, ouais. Bien sûr que c'est possible. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je soutiens la candidature d'Arnaud Montebourg. C'est qu'il faut desserrer les taux du match annoncé Macron-Le Pen, parce que ce match-là est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on a tous en tête que la capacité d'Emmanuel Macron à faire barrage à Marine Le Pen est loin d'être la même qu'en 2017. Ça veut dire que... Ça veut dire que Marine Le Pen peut être élue en 2022. Attendez, je vous précise la question. Ça veut dire que Emmanuel Macron a moins de chances de battre Marine Le Pen, par exemple, qu'Arnaud Montebourg ? C'est ça que ça veut dire ? Je pense qu'il faut desserrer les taux. Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, souffrira du bilan de son quinquennat. Et le bilan de son quinquennat pèsera en 2022. Et il pèsera défavorablement un rassemblement autour de sa personne. Alors, dernière partie de cette émission, 2 questions. Vous avez été ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes de François Hollande. Qu'est-ce que vous inspire l'actualité autour de Sciences Po, autour de l'inceste, de l'affaire Duhamel et puis des affaires qui ont suivi depuis la publication de livres de Camille Kouchner ? Ce que ça m'inspire, mais j'hésite entre un grand enthousiasme, parce que pour la première fois, les adultes qui ont été enfants victimes d'inceste parlent, parce qu'après le MeToo des femmes, il y a maintenant le MeToo des enfants, le MeToo de l'inceste, et que la manière dont ils parlent nous oblige à les écouter. Parce que les victimes ont toujours parlé ou essayé de parler, mais on ne les entendait pas. C'est ça qui est important à avoir en tête. C'est que quand les victimes parlaient, on leur opposait une espèce de protection des auteurs, protection des coupables, protection des institutions. Il y a 2 institutions, l'Église et la famille. Ces 2 institutions-là ont pratiqué l'omerta. Là, vous parlez de l'inceste, hein ? Je parle d'inceste, oui. Ont pratiqué l'omerta sur les crimes pédocriminels qui se sont passés en leur sein. Parce que ces institutions sont des piliers de la société. Et elles ont été protégées de la même façon. C'est pas tant les auteurs en tant que tels qui sont protégés, c'est les institutions. Donc, ce qui s'est passé dans l'Église a engagé le mouvement, la parole libérée. Il y a déjà quelques années. Il y a déjà quelques années, pas tant que ça non plus. Mais quelques années. Entre 2015-2016, ça a commencé dans cette période-là. Et ça a engagé le mouvement. L'Église a été obligée d'ouvrir les portes et a créé une commission destinée à ça. Et maintenant, c'est la famille qui est en cause. Et la capacité de la famille à créer autour d'elle un bouclier de protection sur les auteurs de violences pédocriminelles. C'est la famille et c'est aussi, c'est ce qu'on a dit par rapport à Olivier Duhamel, c'est aussi peut-être une partie de la gauche bobo qui a laissé faire, qui n'a pas voulu parler. Et c'est juste d'émettre cette critique ou pas ? Je pense qu'elle est à la fois factuelle et injuste. Voilà. Il se trouve que les affaires que l'on connaît concernent des personnalités. Enfin, Duhamel a été de la gauche, il était maintenant très proche du président Macron. On ne va pas plus accuser Emmanuel Macron que la gauche de complicité avec Duhamel. Là n'est pas le sujet. Mais effectivement, c'est celle dont on parle aujourd'hui. Mais presque malheureusement, entre guillemets, ces affaires-là ne sont pas restreintes à un petit milieu. Bien sûr. Ces affaires-là sont dans tous les milieux, dans toutes les catégories sociales. Et dans toutes les familles, il peut y avoir une affaire comme ça.
Celles dont on parle sont celles des personnalités en vue. Et mais combien de victimes qui sont dans le silence de l'anonymat et de l'inconnu de leur famille? Et la question que l'on se pose depuis MeToo, c'est est-ce que la justice doit être rendue en place publique sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas contraire à l'état de droit et à la justice? Écoutez, la justice doit être rendue dans les tribunaux. Mmh. Et si elle l'était correctement, on ne se poserait pas la question que vous venez de me poser. Mmh. Mais elle se pose. Mais C'est une question. Elle se pose. Mais les réseaux sociaux ne rendent pas justice, d'ailleurs. C'est pas vrai. Les réseaux sociaux n'ont pas... Dites-moi, qui a été, par les réseaux sociaux, totalement blacklisté, écarté? Il y en a eu quelques-uns. Hein. Je ne vais pas en témoigner. C'est très marginal. Mmh. C'est très marginal. Dans 95% des affaires qu'on a eu à connaître, ce sont des affaires où la parole des victimes, elle est passée là où elle pouvait passer. Elle est passée dans les réseaux sociaux, parce qu'elle pouvait passer là. Parce que dans la justice, on manque de preuves. Les affaires ne sont pas instruites, parce qu'elles ne sont pas jugées, parce que les victimes n'arrivent pas à se faire entendre. C'est tout ça, la justice aussi. Donc, avant de s'inquiéter de savoir si la justice doit être rendue sur les réseaux sociaux, inquiétons-nous déjà de savoir comment la justice est rendue dans les tribunaux. Et c'est là où est la première faille. Et donc la question est posée, Éric Dupond-Moretti qui vous apportera peut-être des réponses parce qu'il doit parler aujourd'hui. Merci en tout cas Laurence Rossignol d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci. Bonne journée.